Au sommaire de toute une histoire aujourd'hui, Constance, Corinne et Johanna disent avoir vécu une aventure avec leur idole. Je l'ai rencontré en 85. J'ai écrit une longue lettre de 5 pages et j'ai laissé la lettre sous la porte. À la fin, avec mon téléphone, j'ai été chez lui et ensuite il m'a invité au resto. Ma rencontre s'est faite à l'aéroport de Genève. Lui débarquait et je lui ai simplement posé la question: est-ce que je peux vous aider? Il m'a dit non, mais par contre, tu peux me donner ton numéro de téléphone. Et je lui ai donné. Il y a eu une première fois en 2001 où il faisait une séance de dédicace. Quand je suis arrivée devant lui pour qu'il me signe mon autographe, à la fin de ça, il m'a dit: est-ce que tu peux me donner ton numéro de téléphone? Un jour, il m'a appelé. Il m'a demandé donc de monter dans sa voiture, j'étais à Las Vegas. Je me suis assise à côté, et il me gardait dans ses bras. Voilà, puis à un moment donné, il m'a embrassée. On a souvent mis leurs paroles en doute. Mais il y avait eu beaucoup d'histoires avant, les gens ont dit qu'on allait se marier, tout était complètement faux. L'histoire de Johanna a été médiatisée aux États-Unis en 2003, donc du vivant de Michael Jackson. Ils ont simplement eu une relation qui a été ce qu'elle a été. Mais ce qui compte pour elle, c'est le souvenir de cette aventure. Il adorait mon prénom parce que comme c'est une qualité, il y avait un jeu de mots, il m'a écrit un poème. How are you? It's Michael. Thank you. I love you. Bye bye. On se voyait le soir, après une journée normale. J'étais séduite. J'étais séduite par la personne. C'était une jolie personne. Bonjour à tous. Cet après-midi, on va parler d'une forme d'amour un peu particulière avec Frédéric Farigou qui, parmi nous, n'a jamais souhaité rencontrer son idole. Nos invités ont réalisé ce rêve et elles sont même allées plus loin que ça puisqu'elles ont eu une aventure avec une icône de la chanson. Bonjour à toutes les trois. Constance, qui est cet homme qui vous a charmé il y a près de 30 ans? Il s'appelle Serge Gainsbourg. Comment vous décririez la relation que vous aviez tous les deux? Merveilleuse, simple. Je l'ai rencontré en 85 et en fait, progressivement, mais on s'est vu à raison environ d'une fois par semaine pendant 5 ans jusqu'à sa mort. Vous aviez combien de différences d'âge tous les deux? Bon, ça paraît énorme. Sur le papier, c'est 41 ans, mais dans la réalité, ce n'était pas du tout le cas, parce que Serge était, comme souvent les artistes le sont, un espèce de grand gamin. Il n'avait pas d'âge, et moi, j'étais pas du tout... J'avais 16 ans au départ, mais j'étais pas une gamine. J'étais assez mature pour mon âge. Et vous, Corinne, avec quelle star avez-vous vécu une histoire d'amour? Avec Mike Brandt. Ça a duré combien de temps? Les 2 dernières années de sa vie. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, vous faites partie de sa famille. Vous nous raconterez cela tout à l'heure, à moins que vous nous disiez pourquoi, tout de suite. Et j'ai épousé son frère. Voilà, donc c'est assez étonnant. Et de cette union est née une fille qui est avec nous dans le public et qui s'appelle Yona. Yona. Colombe en hébreu. Et puis Johanna, qui est la personnalité dont vous êtes venue nous parler aujourd'hui? Je suis venue parler de Michael Jackson. Comme d'autres fans, vous parcouriez le monde pour suivre Michael Jackson dans ses tournées. Mais à la différence des autres, vous avez pu passer des moments avec lui. Que s'est-il passé entre vous? Alors c'est général en fait, c'était un amour universel. Pour moi, c'était tout. Voilà, j'étais pas amoureuse dans le sens où je me voyais avec lui, j'y avais même pas pensé. Mais je l'aimais infiniment, profondément. Et vous pensez que cet amour était réciproque? Comme je vous dis, il y a vraiment eu un échange. Quand il me voyait... Au début, c'était vraiment dès qu'il me voyait, il me faisait des coucous. Après, il me faisait venir. Je l'ai rencontré plusieurs fois dans sa suite. Puis après, il m'a appelé et où j'ai passé du temps avec lui à Neverland. Donc, il y avait un retour vraiment... Alors, votre histoire semble incroyable. D'ailleurs, beaucoup de fans ne vous croient pas. Vous en dites quoi, d'ailleurs, à ceux qui insinuent que ce que vous racontez est faux? Ça ne m'intéresse pas trop ce que les fans disent. Alors, Johanna, vous venez tout juste de publier un livre avec le concours du journaliste Jean-Éric Perrin, auquel je vais demander de venir nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour, prenez place. Alors, Jean-Éric, c'est vous qui avez contacté Johanna pour
pour lui demander d'écrire son histoire et pour l'aider à le faire? En fait, j'étais étonné que personne n'y ait pensé avant. Alors, vous êtes d'accord sur cette idée que pour les autres fans, c'est très difficile à accepter que l'une d'entre eux ait pu vivre une véritable histoire avec leur idole? Pour faire court et terminer sur cette histoire de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, l'histoire de Johanna a été médiatisée aux États-Unis en 2003, donc du vivant de Michael Jackson. Les personnes qui étaient les plus proches de Michael Jackson au moment donc, où il y a eu cette petite collision intime entre Johanna et la star ne se sont jamais exprimées pour dire que c'était faux. Le principal intéressé, donc Michael Jackson, n'a jamais été dire, alors qu'elle était dans les médias, qu'elle était interviewée à la télé américaine, qu'elle était dans toute la presse américaine, présentée comme, voilà, comme on voit sur ces photos, comme la fiancée française cachée de Michael Jackson. Le principal intéressé aurait pu dire, mais attendez, non, stop, c'est pas vrai. Il ne l'a pas fait, donc a priori, je pense que le débat est clos là-dessus, quoi. On peut arrêter de se poser des questions. Ils ont eu simplement une relation qui a été ce qu'elle a été, mais qui est indéniable. D'abord, on va s'intéresser au parcours de Constance. Vous aussi, vous avez raconté votre histoire dans un livre il y a 5 ans, c'est ça? C'était la première fois que vous parliez, près de 20 ans après la disparition de Serge Gainsbourg. Pourquoi n'avez-vous pas parlé avant? En fait, j'ai été dans le secret pendant 20 ans et c'était très malsain. Je le disais à mes proches, mais je ne le disais pas à mes enfants. J'avais un secret beaucoup trop lourd et je ne savais pas comment le faire, sur quel ton le faire. Je ne savais pas si c'était possible et si c'était possible, je ne savais pas comment l'écrire. Et en fait, j'ai repris le ton de la jeune fille. Je me suis remis dans le contexte de mes 16-21 ans. Et en fait, les mots ont coulé à toute vitesse. Est-ce que certains ont eu du mal à vous croire? Non, alors ça, je pensais, mais pas du tout. Parce que d'abord, il y a trop de détails, je crois, dans le texte. Et surtout, Gilles Verland, qui était le biographe officiel, tous les journalistes l'ont appelé et ils savaient par d'autres biais qu'il y avait une constance. Ils l'attendaient depuis 10 ans. Donc non, il n'y a pas du tout eu de mise en doute. Alors d'abord, vous êtes tombée amoureuse de la musique de Serge Gainsbourg. Vous aviez 15 ans, c'était pendant l'été 1985. Racontez-nous. Ben oui, parce que chez moi, on écoutait beaucoup de chansons françaises, mais on écoutait des plus classiques, Brel, Barbara, Piaf, Montand, Reggiani. Et donc, j'avais jamais entendu Serge Gainsbourg avant cet été 85. Et c'était l'album Love on the Beat. Et j'étais estomaquée de jamais avoir entendu et de cette modernité. On va peut-être en écouter quelques notes. Tout le monde la connaît, mais... C'était sa période un peu funky. Oui. Hein, c'est ça? Serge a fait tout le temps des albums très différents qui sont adaptés à son époque. Et donc, pour moi, la chanson française, c'était pas ça. Enfin, Brel, Barbara, etc. Magnifique, mais... il a quand même fait de très jolies chansons, très classiques. Bien sûr, à ses débuts, mais il a toujours évolué. J'étais très étonnée de ce son moderne. Et de cette façon de talk-over, ses textes. C'était très nouveau. Donc, c'est ça qui vous a plu dans cette chanson? Qui a plu à l'adolescente que vous étiez. Je découvre. Alors après avoir écouté ce titre, vous avez accouru à son concert à l'époque? Oui, parce que je découvre dans le métro en rentrant qu'il passait au Casino de Paris. Donc j'ai été sur place toute seule. Et j'ai eu une place de dernier instant où en fait on s'assied par terre. Puis je me suis avancée dès que la lumière s'est éteinte. J'étais dans le couloir, donc c'était facile Et je me suis retrouvée au premier rang, donc c'était génial. C'était des places les moins chères. Et je me suis retrouvée au premier rang. Et j'y suis allée 5 fois. Alors là, j'ai entendu toute l'œuvre. Et je ne connaissais rien. Et j'ai eu un vrai choc. Un coup de cœur. Un coup de cœur. Donc un jour, vous avez appris où il vivait. Donc comment vous avez fait? Vous l'avez attendu? Vous avez sonné à la porte? J'ai vous sonné. Êtes installé en face? Il était 1h, donc c'était un peu tôt pour lui. J'ai sonné une fois. Il y avait un code. Il fallait sonner 3 fois, donc il n'a pas ouvert. Et j'ai écrit une longue lettre. Moi, j'aimais l'écriture, j'aimais la littérature. Donc, j'ai écrit une longue lettre de 5 pages, lui racontant un peu tout ça. Et surtout, je crois que la lettre était très ancrée sur ses mots, ses textes. C'était une lettre sur un amour de la poésie. Donc, il vous a téléphoné? C'est ça, quelques heures après. Donc, vous étiez où quand vous recevez ce coup de téléphone et vous ne devez pas y croire? Ben, si. C'est vous qui décrochez? Oui.
Et il a dit, c'est l'homme qui a reçu la lettre très joliment, et j'ai reconnu sa voix. Et j'étais timide, mais je ne me suis pas dit, c'est une blague. Mais je vous dis, à cet âge-là, tout est possible. Donc ça m'a étonnée, mais... Quoi, ça vous arriverait aujourd'hui, ce serait pas possible? Peut-être moins. Il y avait un âge qui... Il y avait le On bon se âge. pose moins de questions à cet Ouais, âge-là. c'est ça. On n'a aucune croyance, on ne sait rien, on veut rien. Donc du coup, vous n'avez pas été timide au téléphone? Si, très. Lui aussi, hein, on ne s'est pas dit grand-chose. D'ailleurs, il m'a dit, j'ai reçu ta lettre, merci, elle est bien écrite. Il ne savait pas quoi me dire, moi non plus, je n'ai pas dit un mot. Et il m'a demandé s'il pouvait m'inviter à dîner pour me remercier. Et j'ai dit non, je ne peux pas. Parce que je n'avais pas le droit de sortir en semaine, mais j'ai dit demain, je pourrais, ma mère partait en voyage. Voilà, donc je me suis Il pointée, vous a invité où? Au départ, il m'a dit, viens à 20h chez moi, tu connais l'adresse et sonne 3 fois. J'ai été chez lui et ensuite il m'a invité au restaurant. Ça s'est passé comment? Mais il était très timide, Serge. D'abord, non, chez lui, il m'a fait d'abord, c'était estomacant d'arriver rue de Verneuil parce que c'est une espèce de musée, c'était magnifique. Noir et blanc? Ouais, mais avec beaucoup de dorure et beaucoup de lumière. Il y avait des photos de Brigitte Bardot, grandeur nature, il y avait des disques d'or. Enfin, c'était foisonnant, c'était extraordinaire. Donc on pouvait ne faire que regarder pendant 1 heure ou 2. Et là, il m'a mis son dernier single, qui était quoi, de Birkin, à fond. Je n'avais jamais entendu un disque aussi fort. C'était complètement prenant entre la chanson et le décor. Lui, il ne m'a pas dit un mot et ensuite il m'a invité au restaurant. Et comme il était très très timide, Serge, il m'a sorti tout son répertoire de blagues. Quel genre de blagues? Des blagues juives, des blagues drôles, des blagues. Des blagues. Mais vous étiez toute petite, 15 ans, c'est tout petit. Il n'était Non, pas... j'étais pas toute petite, Oh, bah, d'abord j'avais si. 16 ans. Mais non, parce que moi je lisais énormément. Ouais. Je bouffais du livre depuis l'âge de 9 ans, donc j'avais beaucoup lu déjà et beaucoup voyagé. Et j'étais absolument, mais tout sauf une gamine, non. Non, j'étais assez mature. J'avais plus une jeune adulte, 16, c'est pas loin de 18. Non, j'étais pas du tout gamine. Oui, parce que quand même, si vous aviez été hyper gamine, vous ne vous seriez pas intéressée à Serge Gainsbourg, en fait, à 15 ans. Peut-être. Et je crois que Vous en ça n'aurait pensez, pas duré Frédéric? longtemps, la discussion. Hein. Pas forcément. C'est dans le sens où ce qui était intéressant dans vos témoignages, c'est cette identification immédiate des mots. Il y a eu un partage immédiat à ce niveau-là. Donc, sachant que l'adolescence, c'est quand même un moment dans la construction identitaire. Donc, vous avez pu projeter sur lui tout un tas de choses qui vous appartenaient. Et vous avez pu entrer en connexion. Et comme vous l'avez dit très justement, adulte, vous ne vous seriez peut-être pas autorisé, ce que vous êtes autorisé dans cette espèce d'innocence, d'insouciance de l'adolescence qui fait que tout est possible. De spontanéité. Oui, absolument. C'est ça. Vous le dites Alors, très bien. Merci. Donc le restaurant, ça s'est terminé comme ça ce soir-là? Alors, je lui pose la question suivante. Je ne comprenais pas ce que c'était que Je t'aime, moi non plus. Je ne comprenais pas si c'était une chanson ou un film. Et il me dit, c'est les deux. Donc, il m'explique. Et après le dîner, il me dit, si tu veux, je peux te montrer Je t'aime, moi non plus. Ce qui était incroyable, parce que c'était introuvable à l'époque. Donc, on a été chez lui et il m'a montré le film Je t'aime, moi non plus. Donc là, il était déjà 2 heures du mat. Et après, il m'a dit, veux-tu voir Équateur, son 2e long métrage? Parce que c'était génial, 4 heures du mat. Mais il s'est rien passé. Il a été téléphoné, lui, il a bougé un peu, il commentait un peu le film. Et après, à 4 heures du matin, il m'a demandé si je voulais dormir là. Et j'ai dormi là, mais il s'est rien passé, il m'a pas touchée. J'ai juste enlevé mon jean. Et il avait un lit de 3 mètres. Donc j'ai dormi sur le coin, mais comme je dormais spontanément chez des amis, ça m'a fait le même effet. Moi, je n'ai pas du tout pensé à quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, il n'y a eu rien d'autre. Corinne, quel souvenir vous gardez, vous, Corinne, de la première fois où vous avez vu Mike Brandt? C'était en 1973? Oui, fin 73. Bon, il faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque, des années 70, 75. La jeunesse, vous avez une libération de beaucoup de choses et une insouciance aussi. Et en fait, ma rencontre s'est faite à l'aéroport de Genève. J'allais chercher une amie, lui débarquait probablement de Paris et on s'est retrouvés l'un en face de l'autre. Et il me semblait un peu perdu, il avait l'air de chercher quelque chose. Et comme je me trouvais justement à son niveau, il m'a regardé, on s'est regardé, il y a eu un échange et je lui ai simplement posé la question, est-ce que je peux vous aider?
Et à ce moment-là, il m'a dit non, mais par contre, tu peux me donner ton numéro de téléphone. C'est direct. C'était direct. C'était direct. Et là, vous lui avez donné? Et je lui ai donné, avec mon nom. Et contrairement à madame, j'étais plutôt voilà, assez introvertie et jamais j'aurais osé avoir ce comportement. Et ça s'est fait naturellement, comme si quelque chose avait un petit peu aidé. Oui, mais c'est justement ce qui fait la différence dans ce genre de situation, c'est qu'on est capable de faire des trucs qu'on ne ferait jamais. Voilà, Exactement. absolument. Hein, absolument. Alors, Mike Brandt était déjà mondialement connu depuis son titre « Laisse-moi t'aimer ». On va écouter un petit extrait juste pour le plaisir. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh. Donc, vous lui donnez votre numéro de téléphone et quelques heures plus tard seulement, il vous appelle. Que vous a-t-il dit? Alors bon, déjà, c'était assez tard. Je ne m'attendais pas à avoir si rapidement ou même jamais une réponse de sa part ou un appel. Et juste pour l'anecdote... Est-ce que vous l'espériez, l'appel, ou au contraire, ça vous angoissait? Non, ni l'un ni l'autre. Bon. J'ai pensé à ce moment-là que c'était une petite parenthèse et qu'il n'y aurait aucune conséquence à ça. Ensuite, je suis rentrée, j'ai été dormir et c'est vrai que vers assez tard dans la soirée, il m'a téléphoné. Et bon, mon prénom est Corinne et Mike ne connaissait pas ce prénom, alors il m'a toujours appelée Karine. Et il a été son téléphone était très court. Il m'a fait Karine, c'est toi? Je dis oui. Écoute, je t'attends, on est à tel endroit, viens nous rejoindre. Je dis oui, mais c'est très tard. Il me dit ça fait rien, viens. Et voilà, j'y suis allée, j'ai pris ma petite voiture et j'ai été le rejoindre très naïvement. Bon. Il m'a reçue très gentiment, on a pris un verre, on a discuté, il m'a posé pas mal de questions. Il était seul? Il était seul. Il était seul. Bon, il était accompagné avec donc son entourage professionnel, mais dans d'autres chambres. Lui était seul dans sa suite. On a discuté, il m'a posé beaucoup de questions. Mike était très curieux, il voulait un petit peu savoir qui j'étais. Et on s'est quittés. Et voilà, c'était une petite rencontre amicale. Alors, Johanna, contrairement à Corinne, lorsque vous avez rencontré Michael Jackson pour la première fois, vous étiez déjà une fan absolue. Ah oui, alors ça faisait environ 1 an que j'étais fan. Et j'ai eu l'occasion donc de pouvoir aller le voir à Monaco, parce que c'était pas très loin de chez moi, avec les parents d'une amie. Et voilà, bon, déjà là-bas, je savais même pas qu'on pouvait le rencontrer. Donc voilà, donc j'ai eu la chance de le rencontrer immédiatement. Donc, vous aviez quel âge? 13 ans. Vous collectionnez tout? Oui, je collectionnais tout. On voit ma chambre derrière, j'avais tout. Et encore, il n'y a pas la couverture, j'avais tout. J'ai essayé de collectionner tout ce que je pouvais. Vous étiez quel genre d'ado? Pas forcément bien dans ma peau. Donc c'est pour ça, Michael, ça me permettait de me sentir bien. C'est la seule chose qui me rendait vraiment heureuse. Alors, vous aviez 13 ans, donc lorsque vous avez fait votre premier voyage pour rencontrer Michael Jackson, racontez-nous comment ça s'est passé. C'est donc un voyage à Monaco. Oui, voilà, donc il y avait une cérémonie. Et la première fois que je l'ai vu, c'était tout en bas de l'hôtel, il était au 8e étage. Et j'avais remarqué que quelques fans le suivaient en voiture, donc il devait avoir 18 ans. Et du coup, je suis montée dans la voiture de ces personnes et qui ont suivi Michael en voiture. Donc voilà, je suis... la photo qui est horrible. Donc j'ai 13 ans et du coup il s'est arrêté dans une librairie et le garde du corps m'a laissé rentrer. Donc je ne bougeais pas, je pleurais dans mon coin et il est venu me voir donc, pour me prendre dans ses bras. À 17 ans, vous avez vraiment commencé à le suivre à travers le monde. Mais ça coûte cher de suivre son idole à travers le monde. En fait j'ai commencé en Europe mais c'est vrai que je me payais juste l'avion donc après dormir, je dormais dehors. Manger, je mangeais pas, c'était pas grave. Juste le moyen de transport, en fait. Alors, qu'est-ce que ça vous procurait de le suivre comme ça, partout? Je peux même pas expliquer, mais la sensation que j'avais quand je le voyais, ça me rendait tellement heureuse que je voulais que ça continue encore, en fait.
J'attendais rien de spécial, c'était juste la sensation que je ressentais. Aucun projet avec lui Jamais de la vie, sincèrement, même après, quand on s'est vraiment rapprochés, je ne m'étais pas imaginé une seconde. C'est une confrontation, c'est même pas. Il y a quelque chose d'irréel là-dedans, du Mais c'est fantasme. totalement ça. C'est un amour absolument idéalisé qu'on rencontre souvent chez des jeunes filles, d'ailleurs, à l'aube de l'adolescence, où la caractéristique souvent chez ces jeunes filles, c'est qu'il y a soit un quotidien un peu fade ou souffrant, ou alors un manque affectif réel qui fait qu'elles vont choisir un objet d'amour qu'elles vont surinvestir presque comme une idole, comme une divinité. C'est pour ça que vous parliez d'amour universel. Donc et avoir une attitude qui soit réellement une attitude de dévouement, voire de dévotion. C'est devenu ma raison de vivre en fait. C'est ça. Et c'est vrai que Michael, ça me passionnait, ça me rendait heureuse. Et quand je l'ai vu, ça a été vraiment incroyable. Donc, alors donc vous le suiviez partout et vous cherchiez à le voir dans un cadre un peu plus privé. En fait, j'essayais d'aller où il y avait moins de fans parce que tout ce qui était concert et événements, c'était la bataille pour le voir ou pour l'approcher. Ou dans un cadre... En fait, moi vraiment, quand je l'ai vu où il y avait moins de monde, c'est quand il allait se reposer à Disneyland. Voilà, il s'était blessé en Allemagne et du coup, il allait se reposer sur Paris. Donc, Alors donc vous êtes allé dans ce parc d'attractions, vous avez pu l'approcher, lui parler? Voilà, donc oui, là j'ai pu l'approcher. Il y a même un jour où il est descendu complètement déguisé pour aller faire le parc. Il a mis une djellaba, des longs cheveux. Et on l'a reconnu de suite. Enfin, j'étais avec quelques amis, on l'a vu arriver dans le parc, on s'est dit non, c'est lui. Comment vous le saviez? Ça se voyait, enfin, son visage, ça se voyait. Enfin, il était caché et tout, mais les yeux, ça trompe pas. Et du coup, on a été le voir. Il nous a dit de ne pas dire qu'il était là. Et on a fait le parc avec lui pendant au moins 1 heure. On a fait les manèges avec lui. Je poussais la poussette de ses enfants. Enfin... Il avait combien d'enfants à ce moment-là? Il avait les 2 déjà. Alors, vous avez réussi à échanger, à parler avec lui? Mais en fait, c'était des petits moments comme ça où il me prenait dans ses bras, où il me prenait les mains. Je lui disais I love you parce que je parlais pas très bien anglais. Donc c'était que des I love you. On se prenait dans les bras. Voilà, je ressentais vraiment... très attentionné en fait, toujours très gentil. Et moi, j'étais toujours très calme. Donc, j'étais pas du tout hystérique. Je restais dans mon coin souvent. Tout ce que je voulais, c'était juste le voir. Ce qu'il me voit aussi, mais... C'était presque comme une drogue à laquelle vous étiez... de laquelle vous étiez dépendante? Ouais. Oui, parce que plus je le voyais, plus je voulais le voir. Donc, Mais ça vous laissait pas une sensation de vide? Parce qu'après l'avoir vu, après l'avoir touché, il n'y avait rien mais quand même. Quand je rentrais, c'était la déprime. Comment? Je déprimais à chaque fois. Ouais, ça devait être terrible. Il y a quand même, pour ça, un fond de... On sent quand même le fond de déprime. Elle disait tout à l'heure que rien ne l'intéressait dans sa vie. Oui, c'est pour ça, je persiste à dire que ça venait vraiment remplir un vide qui était présent pour que ça ait pris autant de place et que ça ait gouverné votre vie pendant pas mal de temps. Ah oui, j'étais passionnée avec ça. C'est ça. Et tout ça avait vous un rapport avec apportait... Michael, tout. Vraiment, ça comblait un manque d'amour qui était présent, même si c'était pas forcément conscient. Ouais, amour. En tous les cas, ça a donné du sens à votre vie pendant un temps. Peut-être justement trop proche de ma mère et j'ai eu besoin de m'évader, je sais pas. Et puis, il faut expliquer aussi que cette attitude de fan, c'est vraiment dans un moment de l'identité personnelle, c'est où on est en construction. Quand on est adolescent, on est en construction, on ne sait pas qui on est, on se cherche. Donc cette projection qu'il va y avoir sur la star, c'est aussi de projeter un idéal de soi. C'est avoir besoin d'être quelqu'un de normal, mais en même temps quelqu'un d'extraordinaire. C'est de sortir d'un quotidien trop ordinaire. Ah oui, ça me faisait vivre des choses... autour, enfin, je me débrouillais alors que je me mettais moi-même dans des situations. C'est ça, extraordinaire. Alors, entre 2001 et 2002, vous avez multiplié les voyages à New York, Berlin, Las Vegas pour le croiser, Michael Jackson. Et chaque fois, vous lui avez donné votre numéro? Alors, en fait, déjà, il y a eu une première fois en 2001 où il faisait une séance de dédicace. Et donc, quand je suis arrivée devant lui pour qu'il me signe mon autographe, en fait, il se rappelait de moi de Paris. Il m'a dit « Ah, mais tu viens de Paris, tu restes où ?» Donc, au début, je disais « Je reste dans la rue, chez des amis. » Je me suis dit « Il ne faut pas que je dise trop ça. » Donc, entre-temps, vous aviez progressé en anglais? Oui, je me débrouillais mieux. Oui. Et en fait, à la fin de ça, il m'a dit « Est-ce que tu peux me donner ton numéro de téléphone ?» Donc, du coup, lui m'a sorti un gros tableau de fans pour que je le note dessus. Et on m'a mis sur le côté. Donc, j'ai noté le numéro de la personne avec qui j'étais ce jour-là, d'ailleurs. Parce que moi, je n'avais pas de numéro de téléphone à New York. Donc, bon, là, pour le coup, je ne sais pas si... Et alors après, vous avez espéré qu'il vous appelle? Là, pas vraiment, parce que je suis partie de New York et c'était pas mon téléphone, donc je me suis dit, bon, tu l'as pas appelé, mais il demandait souvent, même à Paris, il l'avait demandé, donc je me suis dit, bon, il demande comme ça.
Et puis, un jour... Voilà, et puis un jour, il m'a appelé. Oui. Lui-même? Ça, c'était suite à une rencontre, en fait, où il m'a demandé donc, de monter dans sa voiture. J'étais à Las Vegas. Et donc, il m'a dit qu'il aimerait que je vienne à Neverland, que je passe du temps avec lui et ses enfants. Où? À Neverland, sa maison, son ranch, en fait. Voilà. Et il m'a appelé après. Alors, chose incroyable, plus de 10 ans après, vous avez toujours son je l'ai fait message. enregistrer. On va l'écouter, évidemment. Parce que je dormais. Hello, how are you? It's Michael. I just wanted to say hello. You've been wonderful, very supportive. God bless you. You've been a wonderful person. I love you, and give my love to Paris and all the people of the world. I love you, I love you, I love you. Bye-bye. I'd like to know what's your favorite song on Invincible. I really would like to know that. Let me know that next time you see me. Thank you, I love you, bye-bye. C'est génial d'avoir ça. Ouais. Alors donc, il a fini par vous inviter à Neverland. Ben, en fait, moi, suite à l'appel, comme je n'ai pas pu rappeler parce que c'est pas possible de le rappeler, je suis partie directement à Neverland. Tant qu'à faire. Et c'est où, Neverland? Alors, Neverland, c'est... c'est à 1 heure de Santa Barbara. C'est le pays des merveilles. Alors, une fois que vous êtes retrouvés devant ce portail-là, comment vous êtes entrés? Alors, j'ai expliqué au monsieur du portail qui m'avait appelé. Enfin, bon, je sortais des noms un peu de gens qui travaillaient pour lui. Ça paraissait sûrement crédible, puisque du coup... Il vous a laissé entrer? Bah, du coup, non, il y a une voiture qui est venue me chercher 1 heure après. Quelque chose. Oui, parce qu'entre le portail et la maison, il y a combien de kilomètres? Il y en a beaucoup, ouais, je sais pas. Hein, il y a Ouais. 150 kilomètres? Non, non, peut-être pas, mais je sais pas, 5 km, je sais pas, j'ai pas notion. Bon. La distance, ouais. Et ça, c'est le donc- 2e portail, celui-ci. Ouais, c'est le 2e. Très discret, ça, très sobre. Illuminé. Et donc, vous êtes arrivé jusqu'à... c'est une maison, un palais? Comment... Oui, c'est une grande maison quand on arrive. Enfin, au début, autour, il y a une gare, il y a plein de choses. Hein. Mais la maison... Enfin, la voiture m'a amenée jusqu'à la maison. Voilà, ça, c'est la gare. J'ai dormi à la gare aussi, hein, où on peut dormir partout à Neverland. Partout. Et alors, quand vous êtes arrivé à la maison... Alors, j'étais avec des amis, hein. Je suis allée avec des amis, qui sont venus avec moi. Et quand je suis rentrée, déjà, je le voyais à travers la vitre, qui attendait, qui regardait. Et quand je suis rentrée dans la maison, de suite, il m'a dit, j'ai essayé de t'appeler. Donc, je lui ai dit, oui, c'est pour ça que je suis là. Il me taquinait, en fait. Donc, il nous a montré, il m'a fait visiter. Donc, On se taquinait avec des coussins, des... C'est un enfant, hein. Un enfant? Ah oui, vraiment. Ouais. Vraiment. Comment se passait la vie chez lui? Lui, il faisait ses trucs, il était occupé là, à ce moment-là. Nous, on s'amusait, on allait faire du manège, on regardait des films parce qu'il y a une salle de cinéma, on mangeait des bonbons, on faisait du trampoline, on allait dans la salle de jeux vidéo. Les repas? Les repas, on mangeait n'importe quoi. Enfin, c'était... Quoi, quelqu'un faisait la cuisine? Oui, par contre, oui, dans la cuisine, il y a des menus et on s'assoit à la table, on mange. Il y avait beaucoup de personnes dans la maison? Ça dépend parce que en fait, j'y suis allée plusieurs fois. Là, il y avait quelques fans avec moi, mais sinon, il y a le cuisinier, en fait, les gens qui s'occupent de nous. Mais il vous est arrivé de vous retrouver vraiment seule avec lui? Oui, voilà. Le dernier voyage, je suis allée toute seule. Alors, j'y suis partie à pied pour aller à Neverland. Et en fait, il y avait Miko Brando, donc le fils à Marlon Brando, qui vivait chez Michael. Attendez, vous êtes partie à pied d'où? J'étais dans le village d'à côté. Ah bon? En fait, j'étais restée dans le village d'à côté. J'avais été avec des amis à Neverland. Et ils sont tous repartis chez eux. Et du coup, moi, je suis restée dans le village à côté. Et un matin, je suis allée à Neverland, plus ou moins à pied. Et donc, Miko Brando, donc le fils de Marlon Brando, s'est arrêté parce qu'il vivait à Neverland. Donc, il m'a déposée devant Neverland et il m'a dit, je veux dire à Michael que tu es là. Et là, donc vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 20 ans. Voilà. Et après? Donc du coup, déjà, pour monter, c'était délicat parce qu'il n'est pas sorti de la voiture. Donc il m'a fait signe de monter par-dessus. Donc voilà, il m'a gardé sur lui, il m'a pris dans ses bras. Il n'arrêtait pas de dire « I love this girl, I love this girl ». Donc voilà, je me suis assise à côté, et il me gardait dans ses bras. Voilà, puis à un moment donné, il m'a embrassée. Voilà. J'étais dans ses bras et il m'a pris par le menton et il m'a embrassée. Sur la bouche? Oui, sur la bouche, oui. Oui. Et alors là, vous étiez... Et alors là, les cousins déjà qui étaient avec lui ont dit « Oh, il did it », genre il l'a fait, voilà. Et moi,
Je me suis dit, ok, je me regardais dans la clenche de la porte et je me disais, mais je ne m'attendais pas à ça en fait. Mais alors, vous le viviez comment? Vous étiez transporté, vous étiez... Est-ce que vous étiez dans le désir? Parce qu'à vous entendre, on a l'impression que c'est des gamins, que c'est du jeu. Non, mais je l'admirais énormément. Enfin, pour moi, c'était tout. Mais en fait, je ne m'attendais pas à ce que lui puisse s'intéresser à moi, en fait. Et surtout de cette façon-là, en fait. Je ne pensais pas. Donc, pour moi, ça a été incroyable. Je me suis dit, waouh. Il en était à quel stade de sa carrière? C'était juste avant le procès, en fait. Donc, il y avait déjà des rumeurs de pédophilie le concernant? Oui, oui. Vous y avez cru? Ah non, mais non. Moi, je connaissais l'enfant. J'étais sur la liste des témoins pour le procès. Donc, pas du tout. C'est pas du tout. Ah, mais pas du tout. Il n'y a rien à dire de plus. Moi, c'est juste impossible. Après ce baiser, il y a eu une suite? Il m'a embrassé 3 fois dans la voiture. Et après, on est parti de Neverland, en fait, avec ses cousins. Et Michael a dit, mais je pensais qu'on venait juste la chercher, en fait. Puis bon, après, on est rentrés. Et on a regardé des films ensemble. C'est un peu la même chambre que Gainsbourg, avec le rétroprojecteur au bout du lit. Donc, il était un petit peu collé à moi. Il faisait des massages de la tête, très proches, en fait. Mais c'est vrai que moi, tout le long, je suis restée... je me disais, fais quelque chose, réagis. Et en fait, j'y arrivais pas, je réfléchissais trop. C'était trop, et puis c'était peut-être du réel, là, pour le coup. C'était incroyable. Il est parti à un moment donné, je me roulais dans ses draps, je me disais, je suis dans le lit de Michael Jackson, c'est pas possible, je m'en remettrai pas, en fait. Difficile de passer d'une idole qu'on admire à effectivement... Et puis j'étais toute seule, surtout. Une relation qui peut être celle d'un homme avec une femme. Donc c'est sûr que forcément c'est déstabilisant, et elle s'est trouvée sans savoir forcément comment réagir. Ah non, je savais pas du tout. Et Jean-Éric, comment vous l'analysez, ce lien qui s'est créé entre Johanna et Michael Jackson au fil des années? Je pense qu'en fait, il l'a vu grandir. Et donc, en fait, de la petite fille qu'il a vue à 13 ans, qui était arrivée à 20 ans, il avait une espèce de... Je pense qu'il a trouvé chez elle une certaine sérénité. C'est-à-dire que, comme elle l'évoquait tout à l'heure, on a cette habitude de voir, surtout quand c'est des stars énormes, internationales, de voir des réactions, surtout des jeunes filles qui sont un petit peu inconsidérées, enfin, vous voyez ce que je veux dire, un peu hystériques, on crie, on pleure, on s'arrache les cheveux, on le voit, on se pince, voilà, on tombe dans les pommes. Enfin, et Johanna a toujours été très très calme, assez sereine. J'écrivais des lettres, en fait. Dans les moments aussi où elle était avec d'autres fans, qui eux étaient plus en demande. Par exemple, il y a des scènes, des moments où ils vont, les 4 ou 5 fans qu'ils suivent vont avec Michael Jackson dans un fameux magasin de jouets qui est très connu, dont je ne dirais pas la marque. Évidemment, avec Michael Jackson, c'est open bar, quoi. Donc, il y en a un qui dit bah, je veux ce vélo. Michael dit bien sûr, tu prends le vélo, moi je veux cette console de jeu. Et en fait, Johanna, elle voulait rien. Elle voulait juste le voir. Elle n'était pas là pour récupérer des cadeaux, des objets, de l'argent, ni quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il avait confiance en elle. Qu'est-ce que vous avez raconté à vos parents? Je leur ai raconté, je les ai appelés de Neverland. En plus, j'ai raconté à ma mère qui m'avait embrassée, tout ça. Enfin, j'ai raconté. Après, moi, ce qu'il y a, c'est que je suis restée à Neverland. Elle disait quoi, votre mère? Ma mère, je pense que c'était bizarre pour elle. Rien. Enfin, tant que j'étais heureuse, ma mère, c'est tout ce qui l'intéressait. Constance, donc ce premier dîner, cette première nuit, en regardant des films, dans quelles circonstances l'avez-vous revu, Serge Gainsbourg? Après, il ne s'est plus rien passé. Moi, je pensais qu'il allait rien se passer. Et puis, j'ai vu les Césars où Charlotte a reçu l'espoir, le jeune espoir... jeune talent, je ne sais plus comment ça s'appelle. Jeune espoir féminin. Voilà, jeune espoir féminin, c'était hyper émouvant, mais je pense que la France entière a partagé ce moment. Il y avait Charlotte qui pleurait et Serge qui était debout, et ça m'a rappelé... je me suis dit, mais oui, au fait. Et en fait, je suis repassée quelques jours après chez lui. Je lui ai écrit un poème au-dessus de sa sonnette pour qu'il y ait une chance qu'il le voie, parce qu'il y avait pas mal de graffitis. Et je me suis dit, il va jamais me rappeler, il doit de toute façon pas avoir mon numéro. Et en fait, rebelote, pareil, vers 5h, téléphone. Et donc, à nouveau, il vous a invité au restaurant? Donc là, je me suis pas débinée. J'ai inventé une excuse à ma mère et j'ai été dîner avec lui. Il était moins timide, moi aussi. Et c'était très naturel. On a passé... il m'a emmené dans un dîner, dîner dans un restaurant, pardon. Et ensuite, pareil, on est revenu. Il m'a montré les Sentiers de la Gloire. Il adorait le cinéma, Serge, et notamment américain, et de Kubrick. Et après, là, il m'a pris dans ses bras. Là, après, on a commencé une histoire.
qui manifestement s'est bien passé, puisque... Très bien. Ouais. Il était doux. Je sais pas. Je vous le dis. C'était votre première relation sexuelle? Non. Donc ensuite, il y a une véritable histoire qui s'est établie entre vous. Vous le viviez comment, cet amour? En cachette? Ah oui, totalement. Ouais. Ah oui. En cachette, en tout cas de mes parents, ça c'est sûr. Mes proches, enfin mes 2 frères et mes meilleurs amis étaient au courant. Et ça s'est fait progressivement. Hein. Je l'ai connu pendant 5 ans. Ça s'est fait progressivement. Vous étiez très amoureuse? Ah mais très. Très. Progressivement aussi, certainement. Mais, mais très. Et vous le voyez combien de fois? Plusieurs fois par semaine? Non, environ. Il n'y avait pas de règle, mais en moyenne, on va dire 1 fois par semaine. Et je venais souvent en fin d'après-midi. Je le rejoignais dans divers endroits, soit chez lui, mais parfois dans des studios, à l'hôtel, n'importe où. Et ensuite, on passait. On dormait pas. On dormait très peu. On dormait 2 heures à l'aube. Donc je l'ai beaucoup écouté parler. Je l'ai écouté pendant des heures. Il vous parlait de quoi? Il me parlait beaucoup de son enfance, beaucoup de sa vie, du présent, du passé, beaucoup de ses parents. Il était désespéré? Pas tout à fait, non. Il était nostalgique. Il était parfois triste, très souvent drôle. Il était tout. Mais vous l'avez vu souvent ivre? Il buvait beaucoup? Tout le temps. Tout le temps? Hein? Ouais, mais avec moi, moins. Il buvait de la bière avec moi. C'est vous dire que, quand même, il buvait moins. Et je l'ai vu que 2 fois ivre. Avec moi, il buvait moins, il se calmait, il était calme. Non, moi, j'ai pas du tout connu Gainsbourg. Hein. J'ai connu Lucien Gainsbourg. Il m'a amené tout un savoir sur un plateau d'argent. Il connaissait plein d'anecdotes. Il savait, par exemple, tout ce que les héros ou les artistes avaient dit comme dernier mot avant de mourir. Il avait une culture, c'était dément. Et il racontait très bien les histoires. Donc moi, j'étais au spectacle pendant 5 ans et j'ai écouté. J'ai parlé aussi, bien sûr, mais je n'avais pas tellement envie de parler. J'avais vraiment envie de l'écouter. Comment il vous appelait? Constance ou Constant. Enfin, il y avait un code, c'était Constant, mais Constance. Il adorait mon prénom parce que comme c'est une qualité, il y avait un jeu de mots. Il m'a écrit un poème, Constant dans l'inconstance. Il était malade quand même à cette période-là? Non. Alors, enfin, il y a 2 étapes entre 85 et 91. Il y a 85-89, 89-91. Entre 85 et 89, il n'y a rien. Il n'est pas malade. Pour moi, il va bien. Après, il ne dit pas. Mais en 89... Et physiquement, il était en forme? Ah ouais. Pour dormir 2 heures par nuit. Je sais rien, moi. Ouais, il était en pleine forme. Ah non, il était comme un gamin. Il n'avait pas d'âge. Il était jeune. Il s'habillait en jean. Il vivait la nuit. Il était très jeune. Non, il n'était pas du tout malade. Et en 89, par contre, il a eu une grosse opération qui était une ablation du foie. Et à partir de là, c'est différent. Il est plus fatigué, il est plus en retrait. Je le vois toujours, mais là, il est plus fatigué. Mais moi, il m'a toujours... lui n'y croyait pas lui-même parce que c'est un grand gamin. Il disait qu'il avait eu 3 cardiologues, qu'ils étaient tous les 3 morts et que lui était toujours survivant. Donc, il était comme un gamin face à la mort et il n'y croyait pas lui-même. Il ne croyait pas à quoi? À la mort. Et en tout cas, moi, il m'a vraiment épargnée. Il m'a protégée. Il ne m'a pas tellement parlé de ça. Alors, il vous arrivait souvent d'accompagner Serge lorsqu'il se rendait sur des plateaux de télévision. Vous allez certainement vous rappeler ce jour-là. Regardez. Yeah, superbe. She's a genius. Voilà, he says you are genius. Oh, thank you. Vous êtes génial. Nah. Oui. I said I want to fuck her. Oui, alors, je vais vous traduire. Non. He say you are great. Il dit que vous êtes très jolie. Non. Non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien l'apaiser. Alors, Michel Drucker était très embarrassé et en même temps, il devait beaucoup apprécier Serge. Oui, vous le connaissez bien. J'ai rencontré Michel Drucker là récemment. On a reparlé de cette soirée parce qu'en tout cas... Vous étiez là ce soir-là? Oui, j'étais dans le public. Oui, je suis arrivée avec lui, il m'a mis dans le public et on est reparti ensemble avec son producteur Philippe Le Richaume. Ouais. Et... Serge s'est rendu compte de rien. Enfin, pour lui, c'était rien. Il ne s'est pas rendu compte de rien, mais il voulait lui dire « Vous êtes tellement belle que vous êtes désirable, etc. » Et il ne s'est pas dit que ça allait faire le tour des médias à vie. Il ne s'est pas rendu compte. Il est ressorti de là, il a dit « J'étais bien. » Philippe lui a dit
moyen. Et vous Gênant. avez pensé quoi? Rien. Hein? Rien. Par Ça contre, vous a tout le monde pas m'a dit choqué? qu'il était bourré, il n'était pas bourré. Ouais. Mais non, c'était à la Serge. Bon, il faut savoir qu'il s'est créé son personnage de Gainsbourg en 84 avec le billet de 500 francs. Ils l'ont joué. Moi, j'aimais pas du tout. Mais là, sur ce coup-là, ça part, on le voit, il part, il se rend même pas compte. Je sais pas, non, moi je m'en foutais complètement. Alors, on va revenir à l'histoire de Corinne. Pendant près d'un an et demi, vous avez une belle aventure avec Mike Brandt. Donc, vous nous parlez de cette première rencontre dans cette chambre, dans sa chambre d'hôtel. Il ne s'est rien passé ce soir-là. Et puis, il vous a rappelé par la suite? Il m'a rappelé. Il faut savoir que Mike venait régulièrement sur Genève. Et qu'à chaque fois, en fait, j'étais comme une petite bulle, une petite parenthèse qui lui permettait de sortir de son milieu. Mike était déjà déraciné. C'était une personne qui souffrait de ce déracinement. Et en fait, se retrouver complètement hors contexte avec une personne qui était totalement étrangère à ce milieu lui apportait un peu d'oxygène, on va dire ça. Et Mike donc, a eu sa première tentative, là j'anticipe un petit peu, mais il a eu sa première tentative de suicide sur Genève aussi. Et à ce moment-là, on s'est vu beaucoup plus par la force des choses, étant donné qu'il est resté sur Genève pour des soins. Vous étiez amoureuse? J'étais séduite. J'étais séduite par la personne. C'était une jolie personne. Alors, une jolie personne très mélancolique, puisqu'il a Parfois donc... mélancolique, parfois mélancolique. Il y a eu cette première tentative de suicide. Vous avez été surprise quand vous l'avez appris? Honnêtement, très surprise. Comment vous l'avez appris? Très surprise. Je l'ai appris alors que j'étais sur mon lieu de travail et c'est ma mère qui m'a téléphoné pour me prévenir. J'ai immédiatement rejoint l'hôtel où il avait fait cette tentative. Je n'ai pas eu d'explication par rapport à ce que je voyais, je savais de lui. Il était plein de projets, il parlait de l'avenir, donc voilà, je n'avais pas toutes les données en main. Il était angoissé? Angoissé, non. Oppressé parfois. Il se sentait un peu prisonnier du succès aussi rapide, fulgurant. En fait, il n'a pas été préparé à ça. Et je pense que du fait justement qu'il ne soit pas dans son environnement avec ses proches, a dû être particulièrement difficile pour lui. Par rapport à son enfance aussi? Par rapport à son enfance, par rapport au vécu de sa famille. Mike a eu beaucoup sur les épaules, parce qu'en fait, c'est un enfant de la Shoah. Enfin, ses parents ont vécu la Shoah. Ils ont vécu l'exodus, on va dire. Ils se sont retrouvés en Israël. Les parents, surtout la maman de Mike, a eu des séquelles physiques très, très importantes. Mike et son frère Tzvi ont eu une enfance très difficile du fait que les parents dont la mère, très souvent hospitalisée, donc livrée à eux-mêmes. C'était le grand frère, il était responsable de son petit frère et une fois jeune adulte, il a eu le succès qu'on lui connaît, qui est venu très rapidement, l'argent est entré, il a aidé sa famille et en fait il avait cette responsabilité-là. Mais je pense qu'il n'avait pas la solidité pour supporter tout ça. Frédéric, sur cette fragilité? De toute façon, vous savez, les raisons d'un suicide, elles sont toujours très très complexes. Il y a tout un faisceau de choses qui construisent au fil du temps un mal-être profond, une difficulté à exister, à faire face. Effectivement, si on n'a pas les outils dans la construction de soi, les bases pour faire face à un tel engouement, un tel amour du public soudain, ça peut être très déstabilisant, effectivement. Donc ça, si on n'a pas cette solidité pour y résister, pour ne pas se perdre, pour savoir qui on est encore là-dedans, c'est vrai qu'on peut totalement être déstabilisé, extrêmement fragilisé, en arriver à ne plus trouver de repères, effectivement. Et il n'avait pas la famille proche de lui, donc cette solidité dont vous parlez, il ne l'avait pas, elle était loin. Donc, il était seul, il se sentait extrêmement seul. Johanna, après avoir échangé un premier baiser avec Michael Jackson, vous êtes rentrée en France et son procès très médiatique a commencé. Pour ceux qui auraient oublié, voici quelques images de l'époque. Not guilty, non coupable. À l'extérieur du tribunal, lâcher de colombes et cris de joie. Par 10 fois, les jurés ont donc répondu
Non. Michael Jackson n'est pas coupable. La star mondiale ressort du tribunal comme groggy par 4 mois de procès, miné par l'angoisse d'une peine potentielle de 18 ans de prison. Mais les jurés ont choisi d'acquitter Michael Jackson au bénéfice du doute. Et c'est à ce moment-là que vous avez parlé pour la première fois de ce baiser entre vous. Est-ce qu'en en parlant, vous pensiez l'aider? Moi, c'est surtout les gens autour qui m'ont dit qu'il n'y avait rien de mal à ce qu'il m'a embrassée. Donc, j'en ai parlé à la télé, oui. Voilà. Donc, j'ai fait une interview suite à ça. Là-bas? Oui, aux États-Unis, oui. À l'époque, les tabloïds vous ont présenté comme la petite amie de Michael. Qu'est-ce que ça vous a fait? Il y avait eu beaucoup d'histoires avant. Les gens ont dit qu'on allait se marier. Ils racontaient des détails de ce qui s'était passé au lit alors que tout était complètement faux. Donc moi, je me suis dit, bon, je vais parler de ce qui s'est vraiment passé, en fait. Tout simplement. Vous étiez dans quel état d'esprit, vous? J'étais jeune, j'avais 20 ans. J'étais seule aux États-Unis. Moi, je travaillais à la base en tant que nounou là-bas. Et beaucoup de gens profitaient de cette histoire, se faisaient de l'argent sur mon dos. Donc j'ai fini par accepter de faire quelque chose parce que je me suis dit, mais il faut que je dise au moins quelque chose par rapport à tout ça, quoi. Alors ça, c'était l'interview, mais après, vous avez sombré, ça a été Après, j'ai été éloignée, voilà, donc, pendant quelques temps. Et du coup, j'ai très, très mal vécu parce qu'en fait, j'avais besoin de parler de ça avec lui, de savoir vraiment ce qui s'était passé. Mais même si j'avais eu l'occasion, je crois que j'en aurais même pas parlé parce que, comme je vous disais, il y a eu le procès, donc... Donc vous avez sombré dans une profonde dépression? Oui, j'étais très très déprimée. Oui. Au point d'avoir envie de mettre fin à vos jours? Oui, voilà, exactement. Vous n'avez jamais pu mettre les choses à plat avec Michael Jackson? Non, parce que quand je l'ai revu, en fait, j'étais juste contente de le voir. De voir. Mais je vous dis, c'était un contexte au procès. Et quand vous avez appris sa disparition? Pour moi, c'était... Heureusement pour moi, j'étais en France et je m'étais un peu détachée. Mais... c'était quelqu'un de ma famille, quoi. Je veux dire, ça a été toute ma vie. Donc il a fallu que vous fassiez un vrai deuil? Je sais même pas vraiment si je l'ai vraiment fait aujourd'hui. Il est tellement présent, en fait, que... Vous êtes toujours aussi fan aujourd'hui? C'est pas fan, en fait. C'est quelqu'un qui fait partie de ma vie, en fait. Et vous avez quelqu'un dans votre vie? Non, j'ai personne dans ma vie, non. Mais ça n'a pas de rapport avec ça. Michael, je l'aimerais toute ma vie. Vous voyez, c'est comme mes enfants, je les aimerais toute ma vie. C'est un lien particulier. Vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 33 ans. Ah oui. J'ai eu des enfants quand même. Comment? J'ai eu des enfants quand même, je veux dire. Vous avez combien d'enfants? 2 enfants. D'accord. Qui ont quel âge? Qui ont 5 ans et 3 ans. Et qui sont fans de Michael Jackson? Ils adorent. Bon, Constance, donc on arrive au dernier moment de Serge Gainsbourg. Vous étiez où quand vous avez appris sa disparition? D'abord, moi, je ne l'ai pas vu vieillir. Serge est mort avant d'être un vieux monsieur. Les dernières images de lui, la dernière, il a une canne, mais il n'a pas changé, il n'a pas été malade, on ne l'a pas vu. Est-ce que vous avez été, parce que vous dites que vous étiez très amoureuse de lui, est-ce que vous étiais tout le temps dans l'attente de son coup de fil, du rendez-vous? Certainement. Est-ce que parfois... Mais on s'appelait beaucoup, on s'appelait, j'y allais souvent... Mais certainement que je devais attendre, puisqu'en plus, à l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de répondeur. C'était quand même une autre époque, quoi. Il fallait être chez soi, il fallait laisser la ligne. Donc, j'engueulais mes frères tout le temps, on raccroche. Et il vous est arrivé, vous, de le solliciter, de le voir, d'aller au restaurant? Ouais. Je l'appelais. Non, mais c'était pire que ça. Je lui avais demandé de m'appeler pendant les insomnies. Il m'appelait à 2h, à 4h. J'y allais direct. J'allais à 5h de l'après-midi. C'était occupé à un moment chez lui. Occupé. Ah ben, j'y vais direct. Mais j'y allais beaucoup, oui. Alors, donc, le jour de sa disparition, vous étiez où? Chez moi. Qui vous l'a appris? Comment vous l'avez appris? Un ami. Et donc là, tout s'effondre? Ouais, c'est encore plus complexe. Bien sûr, là, cette semaine-là était atroce, mais après, la vie a repris le dessus. D'abord, Serge n'aurait pas voulu non plus que je me morfonde toute ma vie. Et puis, on a 21 ans, la vie est plus forte que tout. Mais en fait, ça m'est revenu après. Alors, on va voir des images des obsèques qui se sont déroulées à Paris en 1991 et des millions de personnes s'étaient déplacées pour lui rendre hommage. Regarde. 2 millions, peut-être pas. Des milliers. Quand je serai refroidi, je laisserai mon petit Ludi, les nefs et mes abattus.
Vous y étiez? J'étais avec le public. J'étais cachée en fait, j'ai toujours été cachée. Alors vous dites que ça vous est revenu plus tard, à quel moment? J'étais pas très bien, hein, mais je me suis jetée dans la vie comme si tout allait bien. Et en fait, 10 ans après, ça m'est revenu comme une énorme claque dans la gueule. Il n'y a pas d'autre mot. Mais très inconsciemment. C'est-à-dire, ça s'est traduit comment? J'étais pas bien, ma vie était trop rangée, ça n'allait pas, c'était trop lisse, j'ai divorcé. Et là, je cherchais, je ne savais plus où était ma place. Mais tout ça était très inconscient. J'ai été voir un psy, ça a été un échec total parce qu'il était fan de Gainsbourg, il voulait tout savoir sur lui. Et puis, mais quand même, j'aimais la vie, j'ai eu des enfants, j'adorais mes enfants, donc j'ai pas eu de dépression du tout, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose sans mettre de mots dessus. Et en fait, je l'ai vraiment compris quand j'ai écrit. L'écriture de ce livre m'a complètement libérée. C'était un secret beaucoup trop lourd. Je n'osais pas le dire à mes enfants, etc. Et là, depuis que j'ai écrit ce livre, je suis enfin normale. J'ai rien à prouver, j'ai plus rien à cacher. Je suis moi-même. Voilà. Être normale, c'est ne plus avoir de secret. Bon. Et c'est quoi qui a fait que c'était difficile pour vous de le dire à vos enfants? Parce que j'avais entendu une conversation entre ma fille, qui à l'époque avait 9 ans, et sa grand-mère, sur un couple qui avait 17 ans d'écart, et ma fille, à 9 ans, était choquée. Et là, j'ai entendu, je me suis dit, je ne pourrais jamais. Certainement. Ouais. Et en fait, quand je leur ai dit, c'était enfantin, évident. Alors, je m'en faisais un monde, et ça a été rien, presque normal. Et le fait de pouvoir en parler, je pense que c'est aussi à ce moment-là, de l'écrire, d'en parler. C'est pour ça que je vais sur les plateaux faire le deuil, 10 ans après. J'ai pas parlé pendant 20 ans. Et là, j'ai eu un besoin de parler en 2010. Parler. Et c'est pas encore tout à fait passé. Et j'aime bien aussi, juste pour finir, dire qu'il était vraiment... En fait, c'est un hommage. Vous en gardez quoi de cette histoire? Vous y puisez quoi dans le souvenir de Serge? Plein de choses, comme dans le souvenir madame, de votre histoire. Moi, j'étais pas une fan, mais par contre, il m'a accompagnée dans un âge très formateur. Et comme dit aussi Johanna, c'est ma vie, c'est tout, c'est inconscient. Je garde quelqu'un qui est très très proche, que j'adorais, qui m'a beaucoup donné. Je le remercie infiniment. Il a été très généreux en plus, et très classe. Corinne, Mike Brandt s'est défenestré le 25 avril 1974. C'est votre mère qui vous l'a annoncé après avoir entendu la nouvelle à la radio. Encore aujourd'hui, vous restez marquée par son geste? Oui, marquée parce que d'une part, il était beaucoup trop jeune pour partir, c'est une évidence. Et que, comme je le dis, quand on est proche d'une personne qui choisit de partir, on se fait des reproches, comment on n'a pas été suffisamment à l'écoute, comment on n'a rien pu voir. Et ça a été d'autant plus choquant qu'en fait, je ne l'ai pas vu sombrer. Il avait des moments, oui, mélancoliques, des moments de révolte, des moments plus sombres que d'autres, mais il restait un garçon jeune, dynamique et plein d'enthousiasme. Alors c'est vrai que le choc a été très très brutal. Et comme un coup du destin, vous avez fait une rencontre quelques jours plus tard lors d'une cérémonie religieuse organisée à Paris en sa mémoire. Oui. Alors en fait, il y a une première cérémonie à la synagogue rue de la Victoire à Paris. Et là, j'ai pu m'y rendre avec l'aide de son entourage. Et donc là, j'ai rencontré furtivement la famille, donc la maman de Mike. Votre relation était nommée ou c'était caché? Vous étiez qui pour avoir accès à son entourage? Je connaissais bien son producteur à l'époque, qui m'a beaucoup parlé de Mike après sa disparition et qui m'a fait prendre conscience de qui j'étais vraiment pour Mike, parce que je ne le savais pas. Je ne projetais rien avec Mike. Je connaissais Et vous étiez qui pour lui? J'étais une personne qui comptait beaucoup. Je ne parle pas d'amour. Il a eu un grand chagrin d'amour avec Igita, donc je ne prétends pas avoir été l'amour de sa vie, mais une personne qui était, je suppose, suffisamment importante pour qu'il ait envie de me revoir. J'avais une petite place, bien à moi. Et donc à l'occasion de cette cérémonie, j'ai pu voir sa maman et son frère. Sa mère, qui était une femme exceptionnelle, d'une intelligence et d'une gentillesse. Malheureusement, elle ne parlait pas français.
Elle parlait allemand, elle ne parlait pas anglais, c'était un petit peu compliqué, mais Zvi, son frère, traduisait. Et donc là, vous avez rencontré? Et là, j'ai rencontré un homme. Il n'y a pas eu de comparaison, à part la voix qui était identique. Mais sinon, c'était un autre homme, bien sûr. Et là, je parle d'une histoire d'amour, oui. Ouais. Zvika, donc vous l'avez rencontré 2 ans après. Zvi, le prénom de Zvi, et le diminutif est Zvika. Et donc, vous êtes mariés, et la même année, vous avez eu une fille. Une fille, Yona. Oui, qui est avec nous, là, aujourd'hui, qui est dans le public. Et je pense, juste une petite chose, je pense que Mike, la rencontre, ce qui existait entre nous, je pense que c'est après sa disparition. Je pense que Mike était le fil conducteur de ma vie et que grâce à cette rencontre, ça a permis une continuité. Parce qu'en fait, toutes les personnes de sa famille avaient pratiquement disparu. Et le fait de rencontrer son frère a permis que nous ayons un enfant et que cet enfant ait des enfants. Et voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes séparés. Oui. Comment vous l'appelez? Zvika. Zvika. Vous êtes restés proches tous les deux. Et lorsqu'il a su que Yona et vous étiez présentes aujourd'hui, il a tenu à vous adresser un message. Depuis Israël, hein, où il vit toujours. Bonjour Corinne, bonjour Yona, bonjour Paris. Merci pour cette émission pour mon frère Mike. Et je vous brasse très fort. Je suis désolé pour ne pas venir cette fois à Paris. Et peut-être la prochaine fois. Au revoir et merci. Merci à vous toutes pour vos témoignages. Merci d'être venues nous voir sur ce plateau. Merci à Frédéric. Merci Sophie. Merci aussi à notre invité. N'oubliez pas notre rubrique dans version féminin chaque fin de semaine. Pour l'heure, on se retrouve dans quelques minutes pour un nouvel épisode de l'Histoire continue. On se quitte avec la chanson phare de Mike Brandt. On aurait pu aussi se quitter avec Serge Gainsbourg. Merci, ou Michael Jackson. Merci à vous. Bientôt, au sommaire de toute une histoire, on connaît bien le parcours artistique de Chimène Badi, mais ce qu'on sait moins d'elle, c'est qu'un jour, sa voix l'a lâchée. Lors d'un spectacle, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait de bizarre. Le grain de voix n'était plus là du tout. C'était comme si je n'avais jamais chanté de ma vie. Les sons ne sortaient pas. La fatigue devenait aussi mon ennemi et ça m'a été fatal, voilà. Nous allons lui présenter Vincent. Il est chanteur lui aussi, mais à l'opéra. Je suis allé vers les études de forestier. Je suis allé en coopération au Burundi. C'est là-bas que j'ai découvert que j'avais une voix de ténor. Et j'ai envie de créer quelque chose qui mêle mes deux passions. Si je crée des randonnées lyriques. Et il a traversé la même épreuve. Il y a des choses très similaires, hein, de l'ordre du surmenage, alors physique, hein, vocal. Au point de de faire saigner votre gorge. Il y avait un goût du sang, il y avait l'impression que tout est dur à l'intérieur, tout est figé, ça veut plus, on arrête tout. Mais ça, c'est le côté intérieur, le côté mécanique de la voix. Mais vous avez un deuxième côté qui est aussi important, qui est votre cerveau droit, qui est le côté émotionnel. Ah. Quand les deux se mélangent, le fameux tout explose. cerveau droit. Ils nous diront comment ils ont su rebondir et redonner du sens à leur vie. Il me restait, comme je vous disais, 4 mois, 5 mois d'avance, d'argent. J'ai investi tout ça dans un voyage au Canada. J'ai réappris à simplement respirer dans la nature. J'ai réappris à vivre dans l'instant. Je sentais que ma voix était là. J'ai eu envie de repartir. Je me suis reposée pendant 1 an et ensuite, pendant 2 ans, j'ai créé mon album au bout de 3 ans de break. Et ça m'a fait du bien.